Le fait d'être victime d'un attentat et d'être rescapé, forcément, ça permet de prendre conscience très vite qu'on n'est jamais à l'abri de rien. La vie peut basculer à tout moment. On a souvent tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres. Bonjour, je m'appelle Jonathan Chetrit, j'ai 27 ans, je suis avocat et j'étais présent le 19 mars 2012 à l'école Haute-Zaratora lorsqu'il y a eu l'attentat qui a été perpétré par Mohamed Merah, qui est arrivé devant l'école, qui a ouvert le feu. Ce matin-là, je me réveille comme tous les matins, je suis interne au sein de cette école et aux alentours de 8h-5, je suis dans la synagogue, prêt à commencer ma prière du matin lorsque j'entends des coups de feu. Je le vois entrer, donc le terroriste, sans comprendre que c'est lui et ce qui est en train de se passer. Et je crois même à un coursier qui est venu déposer un colis pour un élève. Et les coups de feu reprennent encore. C'est des coups de feu bien distincts qui se font entendre. Et à un moment, la CPE arrive en hurlant et elle crie « Il y a un tireur dans l'école, il y a un tireur dans l'école ». Derrière, à quelques mètres de l'endroit où je me trouve, il y a Myriam Monsonego, donc la fille du directeur, qui est au sol, qui a été atteinte par le terroriste. Parce qu'à ce moment-là, j'ai absolument pas conscience de ce qui est en train de se passer de façon très précise. On ne sait pas s'il y a plusieurs tireurs, s'il est reparti, s'il va revenir. J'essaye de réfléchir rapidement et de trouver une solution pour être à l'abri, en tout cas pour essayer de se mettre à l'abri. Je sais qu'il y a une réserve dans un bâtiment et on a beaucoup de chance ce matin-là parce que la porte est ouverte. Donc on va rentrer dans cette réserve. On va rester quelques minutes là-bas en attendant d'être sûr que le terroriste est bien parti, que les secours sont déjà arrivés sur place. Et lorsque l'école est sécurisée, on a l'autorisation de sortir. Je parle souvent de ce moment comme ma descente aux enfers à moi parce que c'est un moment très compliqué. On est confiné pendant plusieurs heures. Certains ont fait du bouche à bouche et de la réanimation sur les enfants, donc sur Arié Sandler, Gabriel et Myriam Monsonego. Les vêtements sont tachés de sang et forcément, visuellement, c'est très compliqué de voir ses amis atteint de cette façon-là. 10 ans après, j'ai décidé d'écrire un livre au sujet de cet attentat. Ce livre, c'est un recueil de témoignages au sein duquel on retrouve donc les récits d'élèves qui étaient présents ou absents ce matin-là, des témoignages d'enseignants qui étaient présents et qui ont agi dans les premières minutes à la suite de l'attentat. Il a fallu du temps pour pouvoir mettre des mots sur tout ce qu'on a vécu. Ça a été tellement violent et brutal que le temps était nécessaire, il a fallu prendre du recul sur tout ce qui s'était passé. La France, en général, n'a pas réellement pris conscience de la gravité de cet attentat et du fait que cet attentat était, à mon sens, précurseur de ce que la France allait connaître en 2015 et dans les années qui ont suivi. C'est vrai qu'au moment où ça se passe, j'ai 17 ans, je pense qu'on ne mesure absolument pas les conséquences et l'ampleur des conséquences qu'un événement comme celui-ci peut avoir sur une vie. On le vit de façon très frontale, c'est extrêmement violent. La reconstruction, c'est un long chemin. À mon sens, ça n'a pas de date de fin et la reconstruction, c'est tous les jours. Lorsque la France a été la cible de multitudes d'attentats par la suite, ça réactive tous ces sentiments, toutes ces craintes, toutes ces angoisses et ça les réactive vraiment de façon très violente. 3 jours après l'attentat, le directeur qui vient à peine d'enterrer sa fille encourage le corps professoral à rouvrir les portes de l'école et à nous accueillir. Ça a été un moment qui a été extrêmement difficile, mais qui finalement a permis d'activer ce process de reconstruction. J'avais besoin de comprendre comment un homme qui naît au sein d'une famille finit par se lever un matin et aller abattre de sang-froid des enfants. Comment on se reconstruit après un drame comme celui-ci, comment on se relève, quelles leçons on en tire et comment on arrive finalement à tenir debout. On n'est jamais à l'abri de rien. La vie peut basculer à tout moment, on a souvent tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres. Psychologiquement, c'est encore difficile parfois. On ressort jamais indemne d'un événement comme celui-ci. 10 ans après, il y a encore des séquelles. Et j'y pense finalement tous les jours, même sans m'en rendre compte. Le but, je crois, c'est de ne pas avoir de regrets. De jamais avoir de regrets et de se dire qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc chaque jour, il faut y aller, il faut foncer, il faut vivre à fond, il faut profiter, entreprendre tout ce qu'on a envie d'entreprendre, rencontrer les gens qu'on a envie de rencontrer, dire je t'aime aux gens qu'on aime, prendre dans ses bras les gens qu'on a envie de prendre dans ses bras. Oui, il faut travailler, c'est important. Oui, il faut avoir une vie raisonnable et raisonnée. Oui, bien évidemment. Mais il faut vivre pleinement, vraiment.